Voir ensemble. Voir demain 494, janvier à mars 2024, innover pour voir ensemble. Voir ensemble. Sommaire. Piste 4, édito. Innovation et handicap. Piste 5, regards éclairés. Sensibiliser nos décideurs. Piste 6, inscription du braille au patrimoine mondial de l'UNESCO. Piste 7, dossier. La recherche et l'innovation au service du handicap visuel, les pépites de voir ensemble. Partager les savoirs. Piste 8, cherchons pour voir. Piste 9, eye drone, le troisième œil volant. Piste 10, les lunettes IRVA. Piste 11, les bénéfices de l'open source. Piste 12, pour toutes les parties. Piste 13, Dornel, la poignée qui a du sens. Piste 14, la Tovertafel, c'est magique. Piste 15, Remobi. Piste 16, le Vibrodriver. Piste 17, Théiascope, le projet qui voit grand. Piste 18, le KidsPad. Piste 19, la Pérédance, un soutien indispensable. Piste 20, regards intérieurs. Allegria. Piste 21, Lourdes 2024. Piste 22, regarde d'ici. Chacun sa route, chacun son chemin. Piste 23, au service de l'écosystème francilien. Piste 24, à nous de voir. Piste 25, pas besoin de se voir pour bien s'entendre. Voir ensemble. Les couvertures. À la une. Photo de couverture. Une ampoule est posée sur un tableau noir d'écolier, posé devant un clavier d'ordinateur. Retrouvez-nous sur le site internet www.voirensemble.asso.fr, Facebook, @association Voir Ensemble, X, @Voir Ensemble, LinkedIn Voir Ensemble. Retrouvez l'association Voir Ensemble dans toutes ses composantes, groupes, commissions, établissements et services sur notre site internet www.voirensemble.asso.fr. Voir demain, revue de l'association Voir Ensemble, mouvement chrétien des personnes aveugles et malvoyantes. Association reconnue d'utilité publique en 1954, 15 rue Maillet, 75 006 Paris. Téléphone 01 53 86 00 00. Voir demain @voirensemble.asso.fr. Directeur de la publication Mathieu Juglar. Directrice de la rédaction Carole Godin. Comité éditorial Marie-Claude Crescent, Patrick Dehénin, Cécile Guimbert, Françoise Magnat, Hervé Rollin, Olivier Randria, Sylvie Thésée. Imprimeur Braille, ESAT Renaissance, 50 avenue Pierre-Mauroy, 59 120 Los. Édité en caractère ordinaire, Braille intégral et abrégé, en version électronique et audio, accessible sur le site internet de l'association. Dépôt légal 1er octobre 2023. Quatrième de couverture. Affiche de la campagne, pas besoin de se voir pour bien s'entendre. Voir ensemble. Éditorial. Innovation et handicap. Mathieu Juglar, président de Voir Ensemble. Que nos lecteurs veuillent bien, en ces jours dédiés aux fêtes et commémorations annuelles, à la nostalgie de l'année passée et aux promesses de celle à venir,
prendre un petit temps d'arrêt sur image au 1er décembre 2023 à Moulins. C'est en effet ce jour que Voir Ensemble, impulsé par son pôle Centre Auvergne-Bourgogne, a rappelé avec force sa mission de recherche et d'innovation au service des personnes aveugles et malvoyantes. Il fut un temps, déjà ancien mais toujours enseigné, où les aveugles transmettaient aux hommes les messages de l'Olympe. Les dieux, avares de mots envers les voyants, ont confié à Homère, grand poète s'il en fut, le soin de porter leurs paroles et leurs exploits du tréfonds ténébreux des enfers où jamais le soleil ne luit jusqu'au bras blanc de Nausicaa. Tous ces paysages et ces scènes, hauts en couleurs comme en action et en réflexion, forgent les esprits de la jeunesse de notre pays, tant les messages qu'ils portent sont nécessaires à une éducation complète. En ces temps anciens, comme de nos jours, un aveugle, ne sachant ni lire ni écrire, mais jouissant d'une mémoire prodigieusement féconde, sut être l'auteur d'une innovation qui nous dépasse encore. Puis le Christ vint, qui fit de l'aveugle non plus un auteur, mais un objet de l'innovation. Certes, l'aveugle né, guéri par Jésus, chapitre 9, est autonome, en tout cas assez pour croiser le Sauveur et décrire par lui-même ce qu'il a vécu. Mais il est considéré par la tradition comme passif face au miracle. Pourtant n'était-il pas appelé, comme les autres, à manifester les œuvres de Dieu? Sans doute de cette incompréhension pudibonde et commode de l'une des plus belles pages de l'Évangile sont nés 19 siècles de mendicité silencieuse où l'aveugle s'est retrouvé au banc de la société. Il a fallu le hasard d'un accident quelque part dans l'Empire pour qu'un adolescent, originaire de Seine-et-Marne, bravant bon nombre de réticences, prit sur lui d'écrire et de nous apprendre à lire. Cela ne paraît rien aujourd'hui. Pourtant, réinventer l'écriture que les voyants ont mis plusieurs siècles à découvrir et sur laquelle ils ne sont toujours pas d'accord selon leur lieu de naissance, et aller jusqu'à en faire une écriture universelle de l'Orient à l'Occident, pour les lettres, les mathématiques ou la musique, relève bien de l'exploit. Nous l'avons oublié, c'est un tort, car cette gaminerie, outre qu'elle devrait en inspirer beaucoup de par la simplicité de son génie, fut le socle de belles carrières de musiciens, de mathématiciens ou de juristes. Sans le braille, point de salut. Mais le braille est une écriture, et comme tel, il ne permet que de lire. C'est déjà bien, mais c'est insuffisant. C'est un monde de voyage pour l'esprit, mais le corps lui aussi a droit à sa part d'exultation. Les aveugles, jeunes ou vieux, sont comme les autres, de ce point de vue comme de tant d'autres. Le sport, la simple sortie, le plaisir gourmand de la cuisine sont autant de petites satisfactions dont tout un chacun profite au gré de ses loisirs. Les peines ne sont pas en reste. De l'objet garé sous le nez de son propriétaire, ce qui arrive à tout le monde, à la nécessité, qui nous est propre, de parfaitement cerner un environnement. Alors, puisque les aveugles ont toute leur tête et 4 sens, qu'ils reviennent au pays d'où ils sont partis, que, comme autrefois, ils ont amené les héros et les dieux antiques aux hommes, qu'ils apportent au monde le génie technologique insoupçonné, capable d'analyser et de décrire. Les hommes en général, et les aveugles en particulier, ont été créés pour innover. C'était le sens de cette journée. Recherche et innovation, ramener les aveugles dans le domaine des dieux et en faire des ambassadeurs de l'avenir. Voir ensemble. Regards éclairés. La nouvelle rubrique Regards éclairés vous propose les actions phares que Voir ensemble mène au niveau national, seul ou avec ses partenaires,
du champ de la déficience sensorielle. Sensibiliser nos décideurs. Olivier Randria, responsable communication et développement, et Sylvie Thésée, responsable éditorial à Voir Ensemble. Sous l'égide de la CFP-SAA, les associations du handicap visuel ont organisé, en collaboration avec Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, une journée de sensibilisation des parlementaires et des collaborateurs dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, le mercredi 15 novembre 2023. Le matin, une table ronde, suivie d'un petit déjeuner, a lancé cette journée exceptionnelle, ouverte par les coprésidents du groupe d'études Handicap et Inclusion, Servan Hugues, député de l'Isère, Sébastien Pétavy, député de la Dordogne, ainsi que par Charlotte Parmentier-Lecoq, président de la Commission des Affaires sociales. Après une prise de parole de la CFP-SAA, 3 témoins déficients visuels ont fait part de leur parcours professionnel. Salomé Nached, docteur en bioinformatique, Pénélope Amer, assistante RH, et Christopher Bourgeois, masseur kinésithérapeute. Les associations ont par la suite animé des ateliers de sensibilisation pour les députés, leurs collaborateurs et le personnel de l'Assemblée nationale afin qu'ils puissent se confronter aux différents aspects du handicap visuel ainsi que les solutions qui existent pour rendre leur quotidien plus accessible. Voir Ensemble proposait une initiation au braille et la découverte des différentes malvoyances avec ses lunettes IRVA, lunettes de réalité virtuelle et réalité augmentée. Durant ce temps de sensibilisation, nous avons eu la visite de Yaël Braun-Pivet et d'Aurore Berger, ministre des Solidarités. Rappelons que la loi sur l'accessibilité, votée le 9 mars 2023, est une transcription en droit français d'une directive européenne prévoyant de faciliter l'accès aux services courants pour les personnes atteintes de handicap, dont les sites Internet qui doivent désormais respecter plusieurs règles. Cette loi doit être appliquée par tous les sites Internet du service public dès 2024 et avant juin 2025 pour les entreprises privées. En cas de manquement, des sanctions allant jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros sont prévues. Notre président, Mathieu Juglar, avocat, interviewé par acuité.fr durant cette journée, reconnaît que si le cadre réglementaire s'est amélioré, il reste un important travail d'information à faire car le handicap visuel est encore mal connu, en particulier par les employeurs qui ne connaissent pas les adaptations de postes de travail. De nombreux métiers sont accessibles aux déficients visuels, dans le tertiaire notamment, comme les activités rédactionnelles par exemple. Technologiquement, les déficients visuels bénéficient d'avancées majeures qui permettent de lire et d'écrire de manière rapide et efficace. Les organisations du handicap visuel présentes ce jour-là, APIDV, la Fédération des aveugles et amblyopes de France, l'Association Valentin Oui, la Fédération des chiens guides d'aveugles, l'Institut national des jeunes aveugles et Voir Ensemble. Photo, les 2 ateliers animés par Voir Ensemble auprès des députés et de leurs collaborateurs, les lunettes IRVA et la découverte du braille avec le passage de Yaël Braun-Pivet. Voir Ensemble. Inscription du braille au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sylvie Thésée, responsable éditoriale à Voir Ensemble. La première étape de l'inscription de l'apprentissage et de l'usage du braille au patrimoine culturel immatériel de l'humanité s'est déroulée le vendredi 15 septembre 2023 au ministère de la Culture.
Une vingtaine d'acteurs du secteur étaient présents. Association de personnes en situation de déficience visuelle, de transcripteurs adaptateurs, INJA, INSHEA 1CI, CTEB, UEA, Union européenne des aveugles, mairie de Coupvray. Nous étions 5 représentants de Voir Ensemble à participer aux échanges ce jour-là. Mathieu Juglar, président, Carole Gaudin, directrice générale, Maria Doual, notre marraine, également un des 4 grands témoins de la journée, Françoise Magna, trésorière nationale et moi-même. Madame Martinet, chargée de mission pour le patrimoine culturel, immatériel et l'ethnologie de la France au ministère de la Culture, va nous accompagner dans cette procédure par ses conseils et sa connaissance du dispositif sans pour autant se substituer à nous. Elle fera également le lien avec les représentants des autres États dans le cadre d'une candidature multinationale. Car c'est le choix fait par le collectif pour renforcer le caractère international de la demande. L'inscription se passe en 2 étapes, une reconnaissance à l'inventaire national qui permet d'aller vers une reconnaissance au niveau international. La première étape a été franchie en France en juin 2023. Pour la seconde, le dispositif identifié au niveau de l'UNESCO est la liste représentative au patrimoine culturel immatériel de l'humanité instituée par la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, petite sœur de la Convention pour la protection du patrimoine mondial. Cette liste représentative a pour objet de montrer au monde la grande diversité de ce patrimoine et l'importance de le sauvegarder. Une communauté bien identifiée. Le patrimoine culturel immatériel est rattaché à des personnes plutôt qu'à un territoire. Il est porté par une communauté qui l'identifie comme étant son patrimoine, transmis de génération en génération. Il doit procurer un sentiment de continuité, d'appartenance et d'identité culturelle commune. Le braille coche donc toutes les cases. Avec l'arrivée de nouvelles technologies et le manque de formation spécialisée des enseignants et des nouveaux transcripteurs dans certains endroits du monde, et jusque chez nous, une menace d'effacement progressif du braille, en particulier de l'abrégé, est une crainte partagée par la plupart des acteurs. Pour autant, ce patrimoine reste vivace. Cette inscription se fera à travers une candidature multinationale, puisque l'objet de la demande est partagé par une communauté répartie sur plusieurs États. Cela implique que d'autres États que la France aient fait la démarche de reconnaissance de l'apprentissage et de l'usage du braille au sein de leur inventaire national. C'est le cas de l'Allemagne. Un rapprochement est à faire entre les 2 communautés pour élaborer une candidature commune. Le processus est très long, plusieurs années, et demande un gros investissement. En général, un groupe de travail pilote l'avancée des travaux. Dans le cas d'une candidature multinationale, le groupe de travail comprendra des représentants des autres communautés. Une fois finalisée, la candidature sera soumise à l'UNESCO, qui va l'instruire pendant une durée d'environ 2 ans, avec une évaluation par 12 experts. Le travail de candidature a le mérite de créer une prise de conscience, la volonté de faire reconnaître et protéger un patrimoine culturel immatériel. L'objectif est bien d'avoir une démarche qui s'inscrive dans le temps et qui puisse déboucher sur la mise en œuvre de mesures concrètes pour la sauvegarde du patrimoine en question et de répondre aux menaces qui pèsent sur cet élément patrimonial. Et maintenant, nous devons réfléchir aux états à rapprocher, notamment en utilisant le mécanisme d'information sur les candidatures internationales sur le site de l'UNESCO.
La participation d'une dizaine d'États serait suffisante pour avancer, voire moins. Il nous faut également réfléchir aux outils pertinents pour continuer à pratiquer le braille de main dans les meilleures conditions. Les échanges entre les participants à la réunion ont permis de reconnaître que le braille est un élément essentiel, vivant et un enjeu fort de l'autonomie des personnes déficientes visuelles. Voir ensemble. Dossier. La recherche et l'innovation au service du handicap visuel, les pépites de Voir ensemble. Les professionnels de Voir ensemble, de même que certains bénévoles, réfléchissent depuis de très nombreuses années à la manière de favoriser l'inclusion des personnes déficientes visuelles dans notre société. Pour cela, ils travaillent à des solutions astucieuses, seuls ou avec des équipes de chercheurs et l'aide de développeurs. Fin 2023, 2 journées dédiées à la recherche et à l'innovation ont été organisées afin de présenter les réalisations et les projets en cours de développement menés au sein de notre association. Une première qui a réuni les forces vives de Voir ensemble et qui est amenée à se renouveler. Partager les savoirs. Martine Wesolek, directrice du pôle Centre Auvergne-Bourgogne, CAB, Karine Aumenier, coordinatrice et instructrice de locomotion sur le pôle. Les liens avec la recherche existent depuis un certain temps au sein du pôle CAB, notamment grâce à l'engagement d'une professionnelle, Karine Aumenier, et au périmètre d'action du pôle, de la petite enfance au grand âge. 2 journées autour de la recherche et de l'innovation à Moulins, les 30 novembre et 1er décembre 2023, sont venues confirmer cet engagement sur le long terme. Elles ont permis aux salariés de tous nos pôles de se rencontrer et d'échanger sur leurs pratiques et leurs propres actions innovantes, mais également de faire connaissance avec les laboratoires de chercheurs présents. Martine W. Il faut remonter à plusieurs années pour la genèse de ces journées. Elle est née à l'initiative de quelques professionnels du pôle Centre Auvergne-Bourgogne, dont Karine et Marion, qui, avec Mélanie et le soutien de leur direction, sont les chevilles ouvrières de ce projet. Cette première, au sein de l'association Voir ensemble, résulte du travail de collaboration mené par Karine avec des équipes de chercheurs et de développeurs. Outre les présentations orales des différents intervenants, des stands ont permis, pendant les temps de pause, de découvrir l'aboutissement concret des différents projets. Cette journée s'inscrit dans le droit fil de l'accessibilité. Les nouvelles technologies font partie intégrante de la vie de tout un chacun et plus particulièrement des personnes en situation de déficience visuelle. Quand on parle d'accessibilité, on fait référence à l'inclusion. Les nouvelles technologies numériques et plus particulièrement l'intelligence artificielle ont évolué rapidement au cours de ces dernières années, ce qui a entraîné des transformations tant pour les personnes en situation de handicap que pour les professionnels qui les accompagnent ainsi que pour les structures. Elles contribuent grandement à l'autonomie des personnes. Nous pouvons rapprocher cela de la prévention et le rattacher au bien vivre ensemble, créer des environnements favorables afin de réduire les inégalités, renforcer l'autodétermination par le pouvoir d'agir. Donner les moyens nécessaires aux personnes en situation de handicap visuel reste une des priorités de notre association et ces technologies nous y aident en permettant d'améliorer la communication et les relations entre les personnes, les professionnels, les institutions. Karine A. Le projet initial du colloque Recherche et innovation date d'avant la période Covid. Avec l'accord de Mme Wesolek, nous avions proposé d'accueillir et d'organiser la journée d'automne de l'Ariba, qui a été reportée en raison de la situation sanitaire
puis annulé pour des raisons d'accessibilité pour venir sur Moulins. Le programme étant quasiment prêt, nous avons échangé avec Madame Wezolek et décidé de le maintenir sous une autre forme. L'idée étant de co-construire un programme sur le thème de la recherche et de l'innovation avec les différents pôles de Voir Ensemble, ce qui permettait également que les professionnels puissent se rencontrer. Fin 2022, nous avons décidé de lancer l'événement et nous voilà réunis aujourd'hui avec 155 personnes présentes, professionnels de nos 6 pôles, chercheurs, développeurs, membres du conseil d'administration, salariés du siège, usagers, familles, jeunes de l'INJA, les charmettes qui s'occupent de l'accueil café pendant les pauses. Dans les congrès, il faut parler aux gens. C'est comme ça que se font les rencontres. Pendant le confinement, j'ai proposé des séances de locomotion en visio à mes élèves. Christophe m'a alors repéré et sollicité pour entrer dans la boucle de son association Cherchons pour voir. Il met en relation des thésards pour leurs tests et leurs enquêtes avec des professionnels de l'accompagnement. J'ai ainsi pu participer et apporter ma pierre à plusieurs expérimentations, notamment le programme DERI, les dessins en relief interactif. Pour la police de caractère, Luciole, j'ai souhaité que nous soyons un lieu d'expérimentation. Une personne en master est venue tester cette nouvelle police conçue spécifiquement pour la malvoyance auprès des élèves de l'INJA pendant une journée. Voir ensemble. Cherchons pour voir. Christophe Jouffret, directeur de recherche au CNRS, directeur de Cherchons pour voir et de l'IPAL, laboratoire de recherche international sur l'intelligence artificielle, grand témoin de ces journées. Cherchons pour voir est un laboratoire de recherche sur la déficience visuelle et les nouvelles technologies. Un de ses objets est de valoriser toutes les actions de recherche, notamment avec des acteurs comme Voir Ensemble. La richesse du type de recherche qui y sont menées réside dans le fait qu'elles se font sur le mode participatif. Les chercheurs, mais aussi les professionnels et les personnes handicapées, concernés au premier chef, sans oublier les familles. Nous allons sur le terrain pour faire de la prospective, repérer les problèmes, demander de quoi les professionnels ont besoin, ce qui leur manque, ce qu'ils aimeraient faire différemment. Ensuite, nous menons 2 types de projets. D'un côté, la recherche fondamentale, très souvent initiée par les chercheurs. De l'autre, la recherche appliquée, initiée le plus souvent par les professionnels ou par les personnes concernées par la situation, ici le handicap visuel. Nous allons chercher de l'argent, nous montons des partenariats et le projet démarre. Nous avons en permanence une bonne dizaine de projets qui tournent en lien avec les professionnels de terrain. Dans le cadre d'une recherche collaborative, nous travaillons avec tous les centres et acteurs du handicap visuel, sans exclusive, à hauteur de nos moyens. Nous avons travaillé sur de nombreux projets de réhabilitation qui sont aujourd'hui distribués dans les classes. Depuis longtemps, les questions qui se posent à nous sont les suivantes. Comment se passe le suivi une fois le produit délivré? Comment aller plus loin? Aujourd'hui, nous donnons les outils logiciels que nous développons, mais nous sommes un labo de recherche, pas une entreprise. Nous travaillons en open source, mais nous ne pouvons pas intervenir en cas de problème par la suite, car cela ne fait pas partie de nos missions. Travailler autrement. Comment valoriser tout ce qui est fait? Nous publions énormément. Nous diffusons sur différents médias, radio, télé, à travers nos apéros sciences. Nous sommes encouragés par de multiples acteurs, le CNRS, les régions, pour la mise en place d'une start-up afin de diffuser les réalisations issues de nos recherches. Le modèle économique français de soutien à la recherche est compliqué.
Les mêmes recherches peuvent être menées en parallèle par plusieurs acteurs. La solution est de monter un groupement de recherche, GDR, une structure gérée par le CNRS, offrant un cadre institutionnel qui permet de réunir les différents acteurs, labos, professionnels, etc., pour une journée comme ce colloque de Moulins organisé par Voir Ensemble. Les groupements de recherche, GDR, sont des structures d'animation créées pour 5 ans et renouvelables une fois. Ces outils ont pour objectif commun de favoriser les échanges entre les scientifiques du CNRS, les partenaires académiques, les entreprises et les autres parties prenantes comme les professionnels. Le laboratoire Cherchons pour voir initie de nombreuses recherches fondamentales, parmi lesquelles la présentation mentale de l'espace, l'interaction homme-machine non visuelle, haptique, tactile, sonore, tangible, la réalité virtuelle auditive. Mais il propose également des applications issues de la recherche appliquée dans les domaines suivants: assistance à la mobilité et à l'orientation, cartes, dessins et graphiques multimodaux et interactifs, DERI et Tangible Box, objets interactifs, sans oublier le concours TAC à voir, où les professionnels de la déficience visuelle inventent et créent des outils ou objets interactifs à bas coût à des fins éducatives et pédagogiques. Voir ensemble. iDrone, le troisième œil volant. Anatolie, Hugo, Mahmoud, Wassine, Laure, élèves de l'INJA Louis Braille, Institut national des jeunes aveugles. Les élèves de l'INJA Louis Braille nous ont présenté le projet iDrone, un drone dont la caméra va servir à explorer l'environnement pour donner les informations et faciliter le déplacement. Le projet iDrone vient d'une classe de NSI, Numérique Sciences Informatiques, créée au sein de l'INJA Louis Braille dès septembre 2022. Dans ce cours, on apprend à utiliser des outils numériques, à coder et à programmer avec Python, HTML, JavaScript, CSS, C++. Nous devions réaliser un projet technique en commun pour le bac. La plupart du temps, les classes de NSI créent des sites internet, des logiciels, des jeux, mais nous avons réfléchi à un projet qui pourrait être utile pour des déficients visuels. Nous nous sommes donné un objectif: comment pallier le regard. Et nous avons déduit qu'associer une caméra pour remplacer notre œil serait une bonne idée. Nous avons utilisé un drone pour nous aider dans toutes les tâches quotidiennes. Au départ, nous nous sommes exercés sur des commandes basiques pour nous familiariser avec le drone. Cela nous a permis de vérifier la qualité de retransmission des informations de la caméra et la réactivité du drone. Cela avant de passer aux phases de test avec le drone. Ensuite, l'objectif était de le rendre accessible et nous avons commencé à écrire nos propres programmes pour l'utiliser dans le cadre de nos objectifs: reconnaissance de la main par la caméra du PC, reconnaissance d'objets, de la voix, du corps. Aujourd'hui, le drone peut nous suivre et nous décrire notre environnement. Il nous obéit au doigt et à la voix, si vous nous permettez l'expression. Un test grandeur nature s'est déroulé au sein de l'INJA. Nous avons recréé une situation qui pourrait se passer lors de l'utilisation du drone dans la rue. Nous avons simulé un passage piéton et le passage d'une voiture. Cela nous a permis de voir que nos efforts ne sont pas inutiles et cela nous a motivés pour poursuivre le développement du projet. Nos codes sont pour l'instant fonctionnels sur des environnements très encadrés et protégés, le but étant de les mettre sur des drones plus performants qui pourraient tenir plus longtemps. Nous ne sommes qu'un laboratoire de recherche et de développement. Si ces programmes intéressent des entreprises à l'avenir, on pourrait avoir de l'aide pour augmenter le financement du projet et donc la capacité du drone. Aujourd'hui, le drone que nous utilisons est un DJI Tello Edu qui pèse 50 grammes.
La batterie, qui a la taille d'un petit briquet, est plus lourde que le drone. Il a 4 rotors, un sur chaque extrémité, une caméra à l'avant et des capteurs d'infrarouge en dessous pour la reconnaissance et l'évitement des obstacles. Il a 4 rotors, un sur chaque extrémité, une caméra à l'avant et des capteurs infrarouges en dessous pour la reconnaissance et l'évitement des obstacles. L'autonomie de sa batterie actuelle est de 10 minutes dans le cadre de notre utilisation, car nous lui demandons de transmettre des informations et un flux vidéo régulier à l'ordinateur, ce qui est très consommateur. La batterie est petite, mais c'est l'un des seuls drones qui puisse être programmable en Python actuellement sur le marché. Nous espérons, dans un futur proche, avoir un drone plus performant et des PC prévus pour faire de la programmation parce qu'à l'heure actuelle, nous travaillons sur des PC de bureautique. Une expérience humaine et technique. Samuel Huyer-Blot, professeur de mathématiques et de NSI à l'INJA. Avec l'accord de la direction de l'INJA, nous avons pu mettre en place un laboratoire sous forme d'association nommée High Level, avec un temps dédié de 2 heures par semaine pour faire de la recherche en codage en lien avec la déficience visuelle. Cela concerne des élèves de première et terminale avec un profil matheux avéré. La première question était: est-ce que des élèves déficients visuels peuvent coder? Un problème qui s'est résolu sans trop de difficultés avec les matériels d'aujourd'hui, synthèse vocale et plage braille. Nous sommes alors passés à la phase iDrone. Après avoir défini des problématiques, un cahier des charges, nous sommes montés en puissance sur les commandes envoyées à notre drone en partant de la reconnaissance des parties du corps, d'objets d'environnement, de situer ces derniers par rapport à nous. Aujourd'hui, nous avons intégré la synthèse vocale. On peut lui faire des demandes simples telles que « avance d'1 mètre ». Dans quelques mois, nous pourrons lui demander d'aller dans un endroit pour nous dire ce qu'il voit et lire du texte à distance. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont les élèves eux-mêmes qui codent leurs problématiques. La place de l'enseignant sort de la verticalité pour être dans l'horizontalité de l'entraide. Dans ce domaine high level, il n'y a pas que le but qui nous anime, mais aussi la manière d'interagir entre des élèves qui codent et qui sont considérés comme des collègues dans ce cadre-là. C'est une possibilité très intéressante offerte à ces élèves qui vont pouvoir, une fois sortis du lycée, mentionner cette expérience forte de travail de codage qui va les aider au niveau professionnel. C'est une manière de travailler avec l'outil informatique, mais aussi en collaboration avec une équipe, avec un cahier des charges. C'est enrichissant au niveau inclusif, car cela lève les éventuelles inhibitions sur les capacités et compétences personnelles. La présence de Stamp pendant le colloque nous a permis de découvrir les applications provenant du travail des professionnels en collaboration avec les chercheurs et les développeurs, Lunettes IRVA, Remobi, VibroDriver, Rollator, Téléagrandisseur TIA, KidsPad, Tovertafel. Chacun a pu tester en vrai toutes ces innovations avec beaucoup d'intérêt. Voir ensemble. Les lunettes IRVA. Guillemette de Nantois, chef de service du SIADV Normandie de Voir ensemble. Expérimenter les conséquences des différents types de déficiences visuelles lorsqu'on est valide, quel meilleur moyen pour permettre la sensibilisation aux réalités quotidiennes qu'affrontent les personnes déficientes visuelles. C'est en ce sens que le service SIADV Normandie de l'association Voir ensemble a œuvré aux côtés de la société Immersion Tools pour rendre cette expérience tangible en développant les lunettes immersibles IRVA
avec le concours de l'AGFI et de l'OETH. Lors des sensibilisations organisées par nos services d'appui à l'emploi, chaque collaborateur d'un salarié déficient visuel peut, avec les lunettes IRVA, s'approcher au plus près des différentes formes de malvoyance en modifiant le degré de sévérité de la pathologie et l'expérimenter dans des environnements virtuels tels que la rue ou le bureau, ou dans un environnement immédiat en réalisant des mini-défis. L'objectif de cette approche innovante, par-delà son aspect ludique, est de donner à la dynamique de sensibilisation mise en œuvre par nos services une portée différente en ajoutant l'expérience à l'explication. Le projet s'appuie sur une application mobile utilisant à la fois les technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle pour que les personnes valides expérimentent les différents types de déficiences visuelles et les conséquences que ces dernières peuvent avoir sur le quotidien des personnes touchées. Voir ensemble. Les bénéfices de l'open source. Sylvain Guégan, enseignant-chercheur à l'INSA de Rennes. Le déambulateur intelligent, ou Rollator, est le fruit d'un travail entre l'équipe de chercheurs du laboratoire de génie civil et de génie mécanique de l'INSA, Institut national des sciences appliquées, de Rennes, et ses partenaires du champ du handicap, dont Voir ensemble. Le laboratoire de recherche dans lequel nous travaillons sur le déambulateur intelligent ou Rollator s'occupe de génie civil et de génie mécanique en système mégatronique et robotique. Je suis membre de la chaire IHAA, Innovation, Handicap, Autonomie et Accessibilité, qui regroupe au sein de l'INSA plusieurs laboratoires qui conçoivent des aides à la navigation, de la robotique d'assistance pour les personnes en situation de handicap dans les tâches de la vie quotidienne ou les loisirs. En tant que labo, nous travaillons sur l'accessibilité des outils, nous proposons des solutions technologiques et, grâce aux liens open source que nous fournissons, d'autres peuvent répliquer, voire améliorer ces solutions. C'est dans ce cadre que se sont déroulés les travaux sur le déambulateur intelligent. Lors de précédentes recherches, nous avions travaillé sur l'aide à la navigation des fauteuils roulants électriques grâce à la détection de l'environnement par des capteurs. Cette approche a été utilisée pour un déambulateur intelligent pour une personne déficiente visuelle avec des problèmes importants de mobilité. Les capteurs détectent les obstacles qui se trouvent devant le déambulateur. Ils indiquent également la distance qui sépare l'utilisateur de l'obstacle devant lui, mais aussi sur les côtés. Pour que l'utilisateur soit conscient de ces obstacles, les poignées du déambulateur ont été munies de capteurs vibrants. Une application Android permet de paramétrer les différents seuils de distance et l'amplitude des vibrations en fonction de la proximité de l'obstacle. Le premier utilisateur qui a testé le Rollator est devenu indépendant dans ses déplacements au sein des environnements connus, alors que précédemment, il avait besoin systématiquement d'un accompagnateur. Plus généralement, les retours d'expérience montrent des améliorations notables dans la vie quotidienne des personnes, avec des déplacements sécurisés en intérieur comme en extérieur, grâce à une prise en main facile. Le cahier des charges prévoit que le kit soit reproductible et adaptable sur des aides techniques déjà existantes, que l'utilisation soit intuitive et personnalisable. Tous ceux qui le souhaitent peuvent accéder aux fichiers d'impression 3D, au programme, à la liste des composants nécessaires, aux notices de montage sur notre site. Voir ensemble. Pour toutes les parties, Karine Aumenier, coordinatrice SAFEP SAAAS de l'Allier,
instructrice de locomotion. En décembre 2021, j'ai essayé le rollator sous bandeau. En tant qu'instructrice de locomotion, j'ai trouvé ces essais très concluants puisque cet outil permet de se déplacer sereinement et en sécurité. Au sein du pôle CAB, nous accompagnons un enfant qui, du fait d'une maladie rare, outre la déficience visuelle, présente de graves troubles de l'équilibre et ne pourra sans doute jamais se déplacer avec une précane ou une canne blanche. L'équipe de Marie Babel, Lire ci contre, me propose alors 2 rollators que je peux emporter dans nos structures pour les tester avec ce jeune Thomas et 2 autres personnes, dont une adulte de notre PCPE, pôle de compétences et de prestations externalisées du 71, et une personne âgée de notre EHPAD de Saint-Satur. Les retours d'expérience sont positifs. Thomas, pour qui les médecins avaient dit qu'il ne marcherait jamais, a quasiment acquis la marche. Il utilise quotidiennement le rollator. Au niveau de la jeune adulte, les essais sont concluants et le service va pouvoir récupérer les éléments en open source pour réaliser le matériel à bas coût, moins de 150 €, ce qui représente un changement car habituellement, ce type de dispositif coûte une vraie fortune. Côté EHPAD, l'essai est moins concluant pour l'instant, notamment en raison du nombre important d'escaliers dans le bâtiment actuel. L'architecture de notre nouvel EHPAD, terminée fin 2024, sera totalement accessible. Ce type de partenariat est une richesse professionnelle non seulement pour nous, mais pour les chercheurs que nous pouvons sensibiliser aux réalités du handicap visuel et à ses besoins spécifiques. Voir ensemble. Dornel, la poignée qui a du sens. Marie Babel, professeure des universités INSA-INRIA de Rennes, et Karine Aumenier, coordinatrice SAFEB SAAAS de l'Allier, instructrice de locomotion. En complément du déambulateur intelligent, une autre équipe de l'INSA travaille sur un projet de poignée haptique relatif au sens du toucher. Dornel, c'est son nom, est multisensoriel, multimodal et s'installe facilement sur les aides à la mobilité. Les jeunes de l'INJA, les Charmettes, font partie du pool de testeurs. Marie. Notre équipe de recherche travaille sur la robotique d'assistance aux personnes en situation de handicap. Nous travaillons avec l'équipe de Sylvain et son rollator, mais aussi avec les professionnels et les usagers pour construire des solutions autour de la mobilité. Nous avons monté un projet sur une poignée haptique. Poignée en breton se dit Dornel, d'où le nom du projet. Nous travaillons avec plusieurs partenaires dont Voir Ensemble et l'association Saint-Hélier, située à Rennes. La poignée haptique permet de travailler sur le sens du toucher de façon multimodale, autrement dit, sur plusieurs sensations. Ce projet est inclusif puisqu'il s'adresse à des personnes qui présentent des troubles sensorimoteurs. Les difficultés de mobilité peuvent être accentuées par la déficience visuelle. Nous avons travaillé sur une approche multisensorielle, sur la manière de transmettre des informations sur l'environnement à l'usager, à l'aide de sensations adaptées. L'objectif premier étant de guider et de prévenir un danger. Cette poignée est compatible avec tout autre à la mobilité, canne, précanne, déambulateur, fauteuil roulant, sur lesquels on peut l'ajouter. Nous travaillons sur la personnalisation de l'outil, comment rendre la sensation tactile à l'usager et, d'un autre côté, comment percevoir sa fatigue ou son stress. Karine. L'idée est de travailler en interdisciplinarité, d'où ma présence dans ce groupe d'une 20 heures d'ingénieurs et d'enseignants
chercheurs. Ma première mission est de sensibiliser cette équipe à la déficience visuelle. La seconde a été la remontée des besoins. J'ai beau être une professionnelle du secteur, je ne sais pas ce que les usagers attendent réellement. Nous avons donc interpellé les professionnels, mais aussi beaucoup d'usagers déficients visuels, avec le soutien de l'association Saint-Hélier de Rennes, pour savoir quelle était leur situation réelle en termes d'autonomie et ce qu'ils attendaient. Une trentaine de personnes ont été interrogées et 100% ont répondu qu'ils ne voulaient plus qu'on leur dise où ils ne devaient pas aller, mais plutôt où ils pouvaient aller. La CAN nous informe des obstacles, mais pas vers où aller. L'idée est bien de trouver une solution pour diminuer cette charge cognitive. Pendant 3 semaines, l'été, Marie Babel parvient à mobiliser tous les gymnases du site de l'INSA pour une présentation de tous les dispositifs réalisés ou encore de réalisation. Cela devient un lieu d'expérimentation et d'études cliniques avec la prise en compte évidente de l'aspect éthique incontournable pour pouvoir faire ces essais cliniques. C'est une formidable occasion de rencontre entre chercheurs, professionnels et usagers et de découvrir toute la richesse des projets qui nous réunissent. Marie. La co-construction et l'interdisciplinarité est un véritable atout pour mener à bien nos travaux. Nous menons plusieurs projets en parallèle, mais cette confrontation permet l'émergence d'autres projets. Pour le projet d'Ornel, nous jouons beaucoup avec les matériaux, notamment une impression 3D un peu spécifique, puisque nous utilisons les propriétés de ces différents matériaux. Certains sont souples, pour d'autres, on peut modifier leur forme. Nous essayons également d'imprimer l'électronique pour faciliter les réparations du matériel. Nous allons jouer avec ces différents matériaux sur les stimuli sensoriels, vibrations, chaleur, pression et étirement sur la peau. On teste ainsi les perceptions de l'usager pour pouvoir ensuite les utiliser pour la navigation. Le projet se poursuit sur 2 années encore afin d'élargir les stimuli sensoriels pour affiner et sécuriser cette navigation. Karine. Inès, doctorante dans l'équipe de chercheurs, est venue rencontrer 5 élèves de l'INJA, les Charmettes, il y a quelques mois, pour tester le dispositif. Cela pour la plus grande joie des élèves qui sont contents d'apporter leur pierre à la recherche en donnant leur avis. Inès, de son côté, a pu se rendre compte de leur quotidien sur leur lieu de vie. Il est prévu d'autres expérimentations prochainement, puisque chaque essai apporte des adaptations qu'il faut à nouveau tester. Voir ensemble. La Tovertafel, c'est magique. Léa Bernadet, infirmière coordinatrice, et Stéphane Schmutz, psychologue à l'EHPAD Saint-Satur, accompagnés de Reynald Gaborio, chercheur en neuropsychologie, au département recherche de la société MJ Innov, importatrice du jeu. La Tovertafel, qui veut dire tour magique, nous vient des Pays-Bas et est importée par MJ Innov. C'est un jeu utilisé depuis quelques mois dans notre EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui fait sensation auprès des résidents. Il consiste en un support de projection de jeux interactifs. Cela peut être une table, le sol, un bac rempli d'eau, le corps de la personne. La place est laissée à l'inventivité et à la créativité. L'interactivité se situe dans le système infrarouge de projection qui réagit quand on interfère avec lui, avec les mains, la tête, les pieds ou des objets divers et variés. Les différentes séquences proposées servent à apaiser les résidents ou à les stimuler d'un point de vue cognitif ou sensoriel,
mais aussi par le lien social, puisqu'on peut jouer à plusieurs. La tour peut être déplacée pour un travail en chambre. Tous les jeux sont co-construits avec des professionnels et des proches pour les rendre le plus adéquats possible à l'utilisateur. Au sein de l'EHPAD, la Tover Tafel est très utilisée depuis son arrivée au mois de mars 2023. Nous procédons généralement en commençant par des jeux riches en lumière pour développer la curiosité de l'usager qui va venir autour de la table pour explorer. Il n'y a pas de durée préférentielle dans la pratique des différents jeux proposés. Soit les séances sont encadrées, soit le soir, avec le départ des professionnels, avec l'anxiété qui monte, le jeu les apaise. Il n'y a pas de règles précises, donc il n'y a pas d'échec, ce qui favorise l'estime de soi et la confiance. On peut passer ensuite à des jeux plus cognitifs, avec l'utilisation d'outils pour agrémenter ou diversifier le jeu. Ramasser des feuilles virtuelles avec une balayette réelle, taper sur les pièces d'un puzzle pour qu'elles s'assemblent, peindre un tableau avec un vrai pinceau. On termine toujours l'activité avec des jeux plus apaisants qui demandent moins d'efforts. Les personnes restent ainsi sur une note positive avec un effet un peu hypnotique. Voir ensemble. Remobi. Zoe Capula, ancienne directrice de recherche en neurosciences cognitives, CNRS Paris. Remobi, pour réhabilitation de la mobilité binoculaire, est une tablette d'analyse neurologique des mouvements des yeux. Cette technologie a pour but d'améliorer la santé neurovisuelle et cognitive des personnes en réussissant à mesurer et analyser leurs troubles de la motricité binoculaire pour les traiter efficacement. J'ai travaillé au CNRS sur la motricité oculaire et sa néoplasticité. Nous sommes tous dotés de cette merveille qu'est la motricité oculaire, qu'on soit voyant ou malvoyant. Elle correspond aux mouvements que nous faisons, environ 150 000 fois par jour. Chaque mouvement est connecté au cerveau, lié à l'attention et à la cognition. La motricité oculaire est importante pour l'équilibration du corps, la gestuelle et la posture. Remobi est une tablette multisensorielle visuelle et acoustique intégrant des algorithmes et des protocoles d'entraînement pour réhabiliter le plus efficacement possible les mouvements des yeux et la vision binoculaire. Elle comporte 48 diodes de couleur, chacune couplée à un buzzer. Le son à proximité de la lumière accélère la réponse oculomotrice des yeux et permet d'améliorer la précision du regard. Un logiciel permet à la fois de piloter des diodes de la tablette et d'enregistrer les données. La technologie du Remobi fournit un large panel de protocoles scientifiques de stimulation de la neuroplasticité du cerveau liée à la motricité oculaire. En seulement quelques séances, il permet de renforcer l'émergence, les troubles de la vision binoculaire, la qualité de la fixation, les saccades, le réglage de la fonction vestibulaire en profondeur. Les améliorations apportées sont durables et prouvées cliniquement. Cette tablette est très utilisée par les orthoptistes pour la rééducation de leurs patients. Voir ensemble. Le Vibro Driver par Elisa Mont, monitrice éducatrice aux femmes Beaubois de Voir Ensemble, département 22, titulaire d'un brevet fédéral EQUIT Handi, module handicap mental, moteur et sensorial, les ergothérapeutes du FAM Beaubois, représentés par Mélina Fleury. L'inclusion des personnes sourdes aveugles en équithérapie nécessite des outils spécifiques développés petit à petit par le FAM, foyer d'accueil médicalisé Beaubois, avec l'aide de partenaires.
L'équithérapie existe aux Femmes Beaubois depuis son ouverture en 1995. Depuis 2012, nous travaillons avec une équipe fixe, une monitrice d'équitation, les ergothérapeutes, les soignants, l'instructrice en locomotion pour pouvoir mettre en place de nouveaux outils. 35 personnes ont été accompagnées en équithérapie depuis l'ouverture du foyer, la plupart du temps sur un suivi de plusieurs années. Actuellement, 8 personnes déficientes visuelles avec ou sans pathologie associée sont accompagnées, dont des personnes en surdicécité âgées entre 20 et 60 ans. Un des objectifs est, après l'équithérapie, de pouvoir les accompagner vers une équitation de loisirs dans un centre équestre sans notre intervention. Nous assurons donc une formation et un suivi auprès des moniteurs d'équitation. Des outils spécifiques. Nous avons mis en place un cheval d'arçon et des maquettes à taille réelle afin de nous rendre au centre équestre pour appréhender le cheval, le matériel et ainsi rassurer les personnes. Le FAM a acheté une Equilève, une plateforme élévatrice qui permet aux résidents à mobilité réduite de pouvoir monter sur le cheval sans difficulté. Cela permet par exemple à une personne en fauteuil roulant depuis un AVC de continuer à pratiquer. La plateforme peut supporter 2 personnes, donc le professionnel accompagne le résident jusqu'à ce qu'il soit installé sur le cheval. Un couvre-rein sensoriel, développé en interne par les professionnels, permet d'effectuer des exercices. C'est un simple travail de couture réalisé par nous en interne. Il permet de favoriser le repérage tactile des différentes parties du cheval. Nous avons réalisé un plateau de communication pour une personne malvoyante, ce qui lui permet de suivre les différentes étapes de la balade. Le plateau comprend des images et des pictos pour faciliter le repérage du parcours et favoriser l'autonomie de la personne qui souhaite faire le parcours toute seule. Le plateau est installé devant elle sur le cheval. De son côté, Romuald, sourd aveugle, souhaitait limiter la présence des professionnels dans sa pratique équestre. Pour cela, il fallait trouver un mode de communication adapté à son handicap. Avec un sourd aveugle, les informations passent par le contact. C'est compliqué dans le cadre de l'activité équestre de garder cette proximité. Il fallait que l'on puisse communiquer avec lui à distance. Nos ergothérapeutes ont imaginé le vibrodriver, aidé pour sa réalisation technique par d'autres intervenants. Il se porte dans un sac à dos. Le vibrodriver fonctionne sur un système d'émetteur-récepteur avec une portée d'environ 30 à 50 mètres, distance testée à ce jour. L'émetteur se présente sous la forme d'un joystick. Le récepteur, lui, est dans un sac à dos pour laisser les mains libres. La personne porte des bracelets dans lesquels sont placés des vibreurs comme ceux qui sont présents dans nos téléphones. Une fois le récepteur placé dans le sac à dos branché, l'émetteur envoie des informations qui arrivent dans les bracelets sous la forme de vibrations. Nous avons développé des codes en plusieurs étapes par niveau de difficulté. En premier lieu, la décomposition des commandes de mouvement. Quand les 2 bracelets vibrent, Romuald peut partir. Une seconde fois, il peut aller plus vite car il sait trotter et galoper. Une vibration sur le bracelet gauche indique naturellement de tourner à gauche jusqu'à ce que la vibration s'arrête et indique qu'il faut s'arrêter de tourner. Idem pour la droite. La mise en place s'est faite à pied dans un premier temps pour qu'ils comprennent bien les codes et après à cheval. Notre projet maintenant est de développer l'outil au sein et hors de Voir Ensemble. Nous ouvrons nos outils aux professionnels que nous formons.
On communique beaucoup sur les groupes de médiation animale pour informer dessus et nous nous inspirons des bonnes idées et bonnes pratiques des autres. Voir ensemble. Theiascope, le projet qui voit grand. Grégory Deschmaker, fondateur de la société Theiascope. Grégory fait partie de la tribu des inventeurs, à mi-chemin entre le chercheur et le bricoleur de génie, bref, une sorte de géo-trouve-tout. Chez lui, un premier projet en amène un autre et il travaille toujours à améliorer l'existant. Il a de plus la fibre sociale. Il n'en fallait pas plus pour que sa rencontre avec nos services et notre ESAT des Hauts-de-France fasse des étincelles et nous en mette plein la vue. Le démarrage du projet Theiascope vient du fait que mon père, atteint de DMLA depuis plusieurs années, m'a permis de comprendre les difficultés rencontrées par ces personnes, notamment pour la lecture. Je me suis intéressée aux téléagrandisseurs et j'ai constaté qu'ils étaient hors de prix. Pourquoi, quand on est atteint de handicap visuel, est-on obligé de surpayer son équipement? Des tarifs, en outre, qui ne sont pas pris en charge par les MDPH et autres organismes. Je me suis penchée sur les solutions de basse vision dès 2018. En 2021, j'ai sorti mon premier appareil, financièrement accessible, puisqu'il est intégralement pris en charge par les MDPH sans reste à charge pour l'utilisateur. De par ma localisation à Roubaix, j'ai fait connaissance, il y a quelque temps, des équipes des services et de l'ESAT Renaissance du pôle des Hauts-de-France de Voir Ensemble. Au-delà de la conception de ces outils accessibles, je voulais également franchir une étape supplémentaire. Que ces appareils soient montés par des personnes en situation de handicap, si possible visuel. Le partenariat a été lancé et les premiers exemplaires sont actuellement en cours de montage. Cela est possible car les pièces du téléagrandisseur et des autres appareils de la marque sont produits grâce à une imprimante 3D, puis montées par les travailleurs de l'ESAT. Cela permet de garder des produits évolutifs. Les travailleurs de l'ESAT sont fiers et heureux d'être associés à la production de ces appareils. Chez Theiascope, nous sommes très à l'écoute des utilisateurs et des évolutions sont proposées en permanence. La forme change, ainsi que les options. Dès le départ, le travail avec les professionnels des services de Voir Ensemble ont permis d'introduire des adaptations bienvenues. L'impression 3D a rendu possible la création d'une gamme junior avec des empiècements de Lego dans le socle. L'enfant va avoir un appareil personnalisé et pouvoir jouer avec avant de l'utiliser pour la lecture. Cela favorise son appropriation de l'outil. Nous sommes également un modèle qui intègre directement le Wi-Fi dedans, qui est plus à destination de l'hôtellerie. Le produit phare de la gamme s'appelle Theia. C'est un téléagrandisseur qui se présente comme une lampe de bureau. Sa forme est passe-partout pour trouver sa place dans n'importe quel intérieur. Je voulais que le produit ne soit pas stigmatisant au premier abord, avec une signature handicap évidente. Je voulais également qu'il soit simple d'utilisation. Il possède 3 boutons, le minimum pour un fonctionnement fluide, même si je souhaite qu'il n'y en ait plus qu'un seul. Je réfléchis à le simplifier encore. La tête est rotative pour pouvoir positionner l'appareil à droite ou à gauche pour un plus grand confort dans l'espace de travail et de lecture, de manière à optimiser le champ visuel. On adapte l'environnement de lecture à la personne et non l'inverse. Certaines personnes voient mieux de l'œil droit, d'autres de l'œil gauche. Theia a plusieurs accessoires, un plateau pour faciliter son déplacement,
un kit de projection sans fil pour relier l'appareil au téléviseur sans avoir un câble HDMI de plusieurs mètres qui traverse le salon. Une télécommande est fournie avec. D'autres projets sont en cours, comme le support OCR. Voir ensemble. Le KidsPad. Karine Aumenier, coordinatrice et instructrice de locomotion, et Agnès Fournier, orthoptiste, rééducatrice basse vision auprès d'enfants et d'adolescents déficients visuels, service SAFED SAS de l'Allier. Le KidsPad a été pensé par des professionnels des services de l'association Voir Ensemble et de la société Jocrace. Après 9 mois de travail, d'échanges autour du projet, le premier prototype a été déployé à l'INJA Les Charmettes fin 2021. Pendant un an, le travail s'est poursuivi avec des retours d'expérience qui ont permis de proposer une seconde version qui a été déployée fin 2022 avec des améliorations. Le KidsPad permet de travailler la motricité oculaire et l'attention. Au premier trimestre 2020, la société Jocrace, organisme de formation et développeur de solutions innovantes, s'est associée au pôle Centre Auvergne-Bourgogne de Voir Ensemble pour penser et développer la machine KidsPad. Cette dernière est une solution ludique et innovante permettant le développement des capacités de perception et d'attention visuelle. Le KidsPad est composé de 36 dalles tactiles personnalisables. Il est possible de régler leur luminosité, les couleurs, d'intégrer l'émission d'une note de musique. Ces dalles permettent un retour visuel du toucher. Son écran de contrôle tactile offre de nombreux exercices, mais aussi la possibilité d'en créer sur mesure avec le suivi de la personne et de ses résultats. Les données peuvent être extraites à tout moment au format tableur. Un vérin mécanique permet d'ajuster le KidsPad à la taille de la personne entre 90 cm et 1,80 m. Le pied d'accroche est sur roulette avec une largeur suffisante pour accueillir un fauteuil roulant. Une caméra intégrée avec sa tablette permet un contrôle visuel du regard lors du déroulement des exercices. Le logiciel intégré possède un menu principal offrant la possibilité de créer une fiche personnelle ou de rechercher une fiche existante. Ensuite, on sélectionne un exercice dans la bibliothèque où ils sont tous rangés. Exercice d'attention visuelle avec ou sans intrus, exercice de poursuite ou de saccade. Une rééducation ludique. Nos métiers consistent à optimiser l'utilisation du potentiel visuel des enfants pour qu'ils puissent se déplacer en sécurité, être à l'aise et confortables au quotidien et prendre des informations utiles à la compréhension de leur environnement. Le KidsPad s'inspire de logiciels de rééducation orthoptique transposés en une utilisation ludique en vision intermédiaire. Les mains qui viennent toucher une dalle renforcent le travail visuel. Chaque exercice proposé peut être personnalisable selon les objectifs visés. Le KidsPad est un outil de rééducation ludique qui n'existait pas sur le marché. Il permet de travailler sur l'ensemble du champ visuel à mi-distance en station debout. Les avantages de cet outil sont de faire travailler la motricité oculaire, l'attention, la coordination œil-main. Les deux mains sont sollicitées. Il permet d'observer l'utilisateur déficient visuel en action dans l'analyse du geste, de sa posture et en particulier son tonus et son port de tête. Il permet de dégager des axes de travail et d'amélioration en termes de mise en place de stratégie et de posture.
Grâce aux renseignements, on peut suivre la progression de la personne. Le KidsPad peut intéresser différents professionnels de la rééducation, orthoptistes, instructeurs de locomotion, psychomotriciens, instructeurs pour l'autonomie. Il peut être utilisé à différents âges de la vie. Et parce que l'innovation n'est pas uniquement technologique, la démonstration est faite ci-dessous que d'autres champs de recherche sont possibles pour améliorer l'inclusion et faire qu'elle ne reste pas juste conceptuelle. Voir ensemble. La pérédance, un soutien indispensable. Anissa Tabariti, pérédante, est responsable du groupe de Seine-et-Marne, Rosemary Berthelot, chef du service Samsung 77. La pérédance a été mise en place dans le 77 grâce à 2 personnes, Anissa formée à cette approche et Christine Aigron, ancienne chef de service du 77. Cette dernière a été remplacée par Rosemary courant 2023 et le travail s'est poursuivi. La création du groupe d'adhérents du 77 a été concomitante de l'arrivée du projet Pérédance dans le service. La pérédance fait partie de la réponse accompagnée pour tous. 4 axes la composent, le soutien par les pairs étant le 3e. Le premier concerne la mise en place d'un dispositif d'orientation permanent. Le deuxième porte sur le déploiement d'une réponse territorialisée et le 4e sur un accompagnement au changement des pratiques. Aujourd'hui, la Seine-et-Marne est identifiée comme un acteur privilégié et expert de la pérédance. Mais qu'est-ce que la pérédance ? Une dynamique de soutien par les pairs qui repose sur l'entraide entre personnes atteintes d'un même handicap, appelée la compétence expérientielle. La déclinaison de cette pratique encore récente est la participation à des groupes de parole au sein d'associations d'usagers comme Voir Ensemble. La rencontre avec des GEM, groupes d'entraide mutuelle, l'intégration de pairs aidants bénévoles ou professionnels dans les ESSMS, établissements et services sociaux et médico-sociaux. La personne pair aidante appuie son expertise sur son propre parcours, en particulier en ce qui concerne l'acceptation de la situation de handicap, son éventuelle évolution, sa prise en charge. Le pair aidant sert de modèle d'identification. Il soutient et informe les personnes vivant des situations similaires à celles qu'il a vécues. L'objectif est d'être source de motivation et d'inspiration pour rendre ou reprendre sa vie en main face à la difficulté de la situation vécue par le pair aidé. La complémentarité. Les 3 parties en présence profitent de la pérédance. Pour la personne pair aidante, c'est la reconnaissance et la valorisation de son expertise. Pour la personne accompagnée, un soutien fondé sur le partage d'expériences pour retrouver confiance, être en capacité de devenir ou redevenir acteur de sa vie, avoir une plus grande acceptation de soi. Pour les professionnels, un complément indispensable à leur travail et à leurs compétences. Cette complémentarité s'articule à différents moments de l'accompagnement. En amont, lors de l'évaluation des situations orientées par la MDPH, la chef de service renvoie les usagers sur le groupe de pairs aidants si elle sent qu'un soutien est indispensable rapidement avant la prise en charge par le service. Pendant l'accompagnement, la participation des usagers aux activités proposées par le groupe permet un soutien expérientiel complémentaire de l'expertise des professionnels. La participation commune à certaines actions de formation et d'activités de loisirs. En aval, les usagers sont orientés vers le groupe afin de consolider le travail réalisé
et rompre l'isolement social. Enfin, cette complémentarité s'inscrit également autour de plusieurs projets. La mise à disposition des locaux de Rémora 77 pour les permanences mensuelles du groupe de pères aidants, les parcours du cœur, avril 2024, le collectif pères aidants de la MDPH 77, le forum des associations du 77 et diverses interventions auprès des partenaires médico-sociaux du 77. Pour poursuivre dans cette voie, une convention de stage pour une formation de pères aidants est actuellement signée avec le service du 77. Ce dossier nous permet de réaliser à quel point les univers du handicap et de la recherche ne sont pas étanches. Il n'y a pas d'un côté des chercheurs ne sortant pas de leur labo et de l'autre des personnes en situation de handicap et les professionnels multidisciplinaires qui les accompagnent. De plus en plus, les recherches se font sur le mode participatif avec des allers-retours constants entre les uns et les autres pour produire des solutions adaptées aux premiers concernés, les personnes handicapées. Ces dernières sont expertes de leur situation de handicap et donc incontournables dans le processus qui aboutit à ces solutions. En outre, les chercheurs n'hésitent pas à partager en open source leur travail afin d'enrichir les pratiques de tous et partager des solutions moins onéreuses. De leur côté, par leur connaissance du handicap, nos professionnels nous montrent, tout au long du dossier, une réelle capacité à irriguer la recherche, voire à l'inspirer. Voir ensemble. Regards intérieurs, Allegria, Rosa, pastorale de voir ensemble. Je vais vous conter une belle histoire sans prince ni princesse, mais magique quand même. Lors du pèlerinage à Lourdes en octobre 2021, j'ai eu une illumination. Comme chacun le sait déjà, voir ensemble est fort, parce qu'il a, entre autres, en son sein, des personnes non-voyantes, malvoyantes et bienvoyantes. Voir ensemble est ainsi riche de dons et de talents dont nous sommes loin d'imaginer l'étendue. Depuis au moins 70 ans, chaque année, des personnes de notre mouvement quittent leur village ou leur ville pour se rendre en pèlerinage à Lourdes. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Des personnes, des dons, des talents, plus un pèlerinage, que de beaux ingrédients pour oser imaginer que nous puissions animer celui-ci par nous-mêmes. Chanter, jouer de la musique, louer le Seigneur, en symbiose avec l'Assemblée, quelle belle image, non? Voilà comment est né notre groupe Allegria. Pour notre cuvée 2024, nous serons 2 voix de basse, 3 voix d'alto, 4 voix de soprano, un guitariste, 2 pianistes organistes et 2 percussionnistes. Allegria n'est pas une chorale, nuance. Allegria est un lieu de rencontre par la voix et la foi. Il s'y passe de drôles de choses, comme une alchimie entre la joie d'être là pour soi et celle de partager par et pour le groupe. Nuance. Allegria n'est pas une chorale. C'est le lieu où s'accordent ces différentes nuances pour résonner ensemble et faire entendre un message commun plus grand que si toutes ces voix avaient chanté séparément, comme un monochrome, une seule couleur, mais dans toutes ses nuances. C'est cela, Allegria, tout simplement. Alors mettons-nous en route, en procession, cœur à cœur et main dans la main, osons dire, Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Voir ensemble. Lourdes 2024. Hervé Rollin, aumônier national de Voir ensemble. Notre prochain pèlerinage se déroulera du 22 au 27 avril 2024. La pastorale et notre aumônier national
vous invite à nous rejoindre nombreux pour partager avec nous ce temps fort de notre association pour et avec les déficients visuels. En 2024, comme en 2022 et 2023, les thèmes choisis s'appuient sur la 13e apparition de la Vierge Marie à Bernadette à Lourdes. En 2022, le travail de prédication s'est fait autour du thème « Allez dire aux prêtres ». En 2023, qu'on bâtisse une chapelle. En 2024, ce sera « Et qu'on y vienne en procession ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de la pastorale de notre site internet. Voir ensemble. Regarde ici. Chacun sa route, chacun son chemin. Sacha, Nathan et Tom, élèves à l'INJA Les Charmettes de Voir Ensemble, Yzeure, département 03. Nous continuons d'aller à la rencontre des jeunes déficients visuels que Voir Ensemble accompagne dans leurs études ou dans leur travail. Pour rester dans l'environnement scolaire, nous avons échangé avec Sacha, Tom et Nathan lors de la journée Recherche et Innovation du 1er décembre 2023. Élèves à l'INJA Les Charmettes, notre institut situé à Yzeure dans l'Allier, département 03, ils s'occupaient du stand de boissons chaudes ou fraîches pendant cet événement. Ils évoquent pour nous leurs projets d'avenir et leur rapport à la technologie. Sacha. J'aimerais travailler dans l'animation 2D en passant par une école qui propose ce type de formation, ou alors travailler dans l'illustration de livres pour la jeunesse, préférentiellement, sinon de livres tout public. J'aime dessiner depuis que je suis toute petite. J'ai envie de voir jusqu'où je peux aller. Je sais que l'illustration risque de beaucoup me fatiguer les yeux. J'ai déjà fait plusieurs stages, dans la bijouterie par exemple, qui ont entraîné une plus grande fatigue visuelle que le dessin. Actuellement, je travaille essentiellement sur iPad, sauf pour la géométrie où je travaille sur support papier. Pour le dessin, je travaille sur les deux supports. J'utilise des applications sur téléphone portable comme le GPS ou autres. Nathan. Je suis un cursus AP en restauration collective. J'envisage donc de travailler dans le domaine de la cuisine. Mais je suis tenté aussi par une carrière dans le roman. J'ai déjà écrit un roman terminé en juin 2023, actuellement en phase de correction. Je suis un passionné de manga et je voulais devenir mangaka, sauf que les conditions de travail des mangaka sont incompatibles avec mon handicap. C'est pour cela que je me suis tournée vers le roman. En octobre dernier, j'ai rencontré une maison d'édition, Du Sable et des Cailloux, qui aide les jeunes écrivains à publier plusieurs livres. L'éditrice, Marion Curtillier, a fondaté l'association Lire qui les suit pendant leur carrière. J'ai ainsi pu rencontrer d'autres jeunes qui écrivent, âgés de 13 à 20 ans. Je m'y plais bien, et ce sera une aide pour réaliser mon rêve. Les associations nous apportent une aide indispensable. La technologie est en constante évolution. C'est un domaine qui me plaît énormément. Pour l'instant, elle est très présente dans mon quotidien. Je travaille sur ordinateur, j'utilise mon téléphone portable comme tout le monde. Pour moi, la technologie, c'est l'avenir. Un mangaka est un auteur de manga, la bande dessinée japonaise. Il est soumis à des rythmes de travail intensifs en raison des parutions qui se font à un rythme effréné. Tom. Je voudrais faire un CAP d'opérateur logistique. Il me faut donc trouver un ESAT qui forme à la logistique. Ma déficience visuelle n'est pas très importante. Elle n'est pas un frein a priori pour travailler en ESAT. Le seul frein identifié à l'heure actuelle est qu'il n'y a pas d'ESAT de logistique ouvert aux déficients visuels. Je pense que la technologie est très importante pour les déficients visuels. Pour l'écriture, on peut utiliser le micro. C'est plus simple que d'écrire sur papier. Voir ensemble.
Au service de l'écosystème francilien. Laurie John Lewis, volontaire en service civique en Île-de-France. Je suis Laurie John Lewis, actuellement volontaire en service civique. C'est avec un mélange d'excitation et de détermination que j'ai récemment intégré l'association Voir Ensemble. Mes premiers pas auprès de vous ont débuté en octobre et je serai à vos côtés durant 8 mois. Ma mission se concentre sur l'accompagnement des groupes locaux et sur une aide apportée au service Rémora d'Île-de-France, tout en garantissant la connexion qui les unit. Après mon bac littéraire, j'ai obtenu une licence en psychologie cette année. N'ayant pas eu la possibilité d'obtenir un master, j'ai opté pour cette expérience afin de me sensibiliser à un sujet qui m'était jusqu'alors inconnu. Depuis mon arrivée, j'ai assisté à de nombreuses activités au sein des groupes, tout en incluant la journée de sensibilisation à la déficience visuelle à l'Assemblée nationale. Une expérience qui a été enrichissante. Dès le départ, j'ai été impressionné par la solidarité qui règne au sein de l'association. Mes premiers mois ont été marqués par des rencontres inspirantes, des adhérents emplis de dévouement et de bienveillance, ainsi que des professionnels investis. J'ai hâte de contribuer davantage à votre quotidien et de partager de nouvelles expériences à venir. Voir ensemble. À nous de voir. Frédéric Dubourg, directeur du pôle Gironde de Voir Ensemble. Une équipe de l'émission À vous de voir, sous la houlette de la réalisatrice et artiste El Jousse, est venue sur le site du Puch pour un premier tournage avec la complicité de notre marraine Maria Doual. Il s'agit de montrer le travail réalisé par les travailleurs de notre ESAT et celui des professionnels qui les encadrent. Le domaine viticole et horticole du Puch, sur lequel travaille une quarantaine de personnes en situation de handicap, est conduit en agriculture biologique. Au-delà du savoir-faire développé dans les vignes et sur la partie horticole, il s'agit également de valoriser le travail d'accompagnement réalisé par les professionnels. La première partie du tournage s'est déroulée dans les vignes, autour du chai et vendanges. Benoît Puot, le directeur adjoint, a décrit le travail effectué par les travailleurs dans les vignes avant d'arriver à la grappe. Une scène montre la machine à vendanger qui passe. Maria part à la rencontre de tous les travailleurs qui sont extrêmement touchés par sa présence rayonnante. Il lui explique le processus de vinification. Maria découvre le chai du bout des doigts, mais aussi par ses odeurs. Elle repère une cuve qui est ouverte et se rend compte qu'il y a un écho. Elle se met alors à chanter dans la cuve. Tous les travailleurs, comme aimantés, se rapprochent pour l'écouter. Maria est une belle personne. Elle s'intéresse aux gens, elle est spontanée avec eux, ce qui facilite les échanges. 2 autres épisodes sont prévus en avril, sur la partie horticole, et pour un échange autour des sens entre 2 classes, dont l'une avec des élèves déficients visuels. Dernier épisode de tournage en juin, autour de la fête champêtre organisée avec tous les viticulteurs du coin.